de Bassoura, de Koufa, pardon, en masse, à pied, jusqu'à Médine. C'est des milliers de kilomètres. Ça nous prouve aussi cette importance d'aller chercher la science. Des milliers de kilomètres. Ils n'ont pas souffert des grèves, ou ils n'ont pas dit qu'ils avaient le marché, non. Ils sont partis donc voir l'imam Malik pour justement demander à quelqu'un justement de connaisseur qui avait une transmission qui allait jusqu'au prophète. Il faut savoir que l'imam Malik, comme les autres imams, avait une chaîne de transmission jusqu'au prophète. Il tenait donc sa science de Abdullah ibn Abd Nafi', Mawla Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Rasulullah. Donc une chaîne d'or, on appelle ça la chaîne d'or, la chaîne de Nafi', Abdullah ibn Umar. Bukhari l'a appelé la chaîne d'or, silsilatul dhahab, la meilleure des chaînes, la plus authentique. Et bien cet imam Malik, imaginez quand ces gens-là sont venus de si loin pour lui poser une question qui peut paraître simple ici, n'importe quel imam de mosquée, il peut répondre pour ne pas se faire ridiculiser par son public. Il dit, oh là là, mon ego n'accepte pas que je réponde pas. Donc l'imam Malik a accepté de ne pas répondre. Il a refusé de répondre à ce groupe de personnes qui est venu d'Irak pour lui poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Méditez bien dans cette parole et ça sera le dernier mot, Inch'Allah. Méditez bien dans cette parole. Il leur a dit deux mots. Vous avez Abu Hanifa. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous avez Abu Hanifa. Il pouvait répondre, et sa réponse serait justifiée, authentique, correcte. Pourquoi il a dit vous avez Abu Hanifa? Revenez de là où vous venez. Rebrousser chemin. C'est dur de rebrousser chemin. Venir visiter l'imam de son temps et qu'il vous demande de rebrousser chemin. Vous envoie promener, si on veut vulgairement parler. Pourquoi? Pourquoi? C'est une règle juridique chez les malikites qui dit المفتي لا بد وأن يكون من أهل البلد ملما بحال أهل البلد. فقه الواقع. Contexte. Donc, ils disent que c'est une règle très importante. Le mufti, celui qui va donner un avis juridique, bien évidemment qui est toujours non contraignant, il doit être du pays, maîtrisant la culture du pays, la langue du pays, connaissant les as du pays. C'est pas par satellite, je l'appelle Cheikh Allo, moi je suis dans tel pays, je vous demande tel fatwa. Haram. C'est quoi ça? C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ce contact direct avec le savant, mais en plus de votre contexte. Parlons votre langue, connaissons votre culture, connaissons vos épreuves, vos contraintes. C'est cela, le mot de la fin, ça peut laisser réfléchir. On vous remercie vraiment pour votre présence et votre patience d'être là parmi nous aujourd'hui et laisser vos charges et vos contraintes, etc., malgré la grève, malgré les épreuves. Donc à vous les questions, Inch'Allah, et on essaiera d'y répondre. On n'a pas beaucoup de temps, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non, moi, c'est pas une question, c'est juste une réplique par rapport à la proposition, la conclusion du docteur Ibrahim par rapport à la constitution d'un tribunal musulman. Je suis de l'avis du docteur Taïk, ça va être... c'est du grand... Non, c'est la proposition. Il faudrait peut-être, c'est ça, c'est l'arbitrage plutôt. Il faudrait commencer déjà par ça. Par les imams, parce que dans mes consultations à Dar el-Fetwa, ce que je rencontre à la fin d'une consultation qui est difficile sur laquelle il faut trancher, mais vraiment elle est c'est comme les conseils du village, exactement. Le village, l'arbitrage, c'est bien ça. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que fait. Ici, ça peut se généraliser dans les mosquées, dans les institutions musulmanes. C'est déjà un premier pas. Parce que si on parle directement du tribunal, ils vont dire là, ils vont nous demander une jumhuriya islamia carrément. Donc ici, je prends juste l'exemple des tribunaux rabbiniques qui ont droit de citer dans les tribunaux français. À méditer. Mais commençons déjà par ça. Commençons déjà par faire des petites ligènes, on va dire ça. Bismillah, tfadal. Oui, cher Taher, vous parliez donc d'Internet, oui. L'enseignement islamique sur Internet manquait de Rama, et je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je remercie l'étudiant de la Rahma qui a chez tous les professeurs. Et en revanche, vous disiez qu'il ne faut pas apprendre sa religion sur Internet, et je suis d'accord avec vous encore une fois. Mais ça me paraît idéaliste, parce que le principe de réalité aujourd'hui, c'est que les jeunes vont sur Internet. Oui. Et il y a un vide en fait qui s'est créé. Parce que vous avez raison, il ne faudrait pas apprendre sa religion sur Internet,
mais les gens y vont, et ceux qui étaient présents sur Internet, c'était les radicaux. Donc on n'a pas de réponse à ça. Ouais, je vous avoue qu'on n'a pas de réponse à ça, parce que ce que vous dites est vrai. Hein. On dit aux gens n'allez pas sur Internet, et les jeunes, on ne peut pas les empêcher d'aller sur Internet. Mon fils, le premier, j'ai un fils qui est adolescent maintenant, je ne peux pas. Là, j'essaie de faire ce que, comme a dit... ça marche, il n'y avait pas de télé chez ça moi, marche pas. Moi, je vous dis que ça marche pas. Après, oui, ça dépend des familles. Moi, je ne suis pas aussi sévère. Mais le souci, voilà, il faut des sites alternatifs. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Notre site en est un, sans prétention. Doctrine-malik.fr, comprendre l'islam. Mais on reste très minoritaire par rapport à des sites qui sont, on va dire, poussés par des moyens de financement colossaux, par des YouTube. Moi, je vois des chouyours de la haine, ce que j'appelle les chouyours de la haine et de l'exclusion, permettez-moi l'expression, qui prolifèrent sur Internet. Ils ont 2 millions de vues, parce qu'il fait la mise en garde contre machin, parce qu'il traite de kafir machin. C'est du sensationnel. 2 millions de vues. Et un grand cheikh, je termine, et un grand cheikh authentique, il a 50 vues, 45 vues. Si vous permettez juste pour revenir sur ce qu'a dit Tarek, c'est très important que vous le sachiez. Quand vous êtes sur Internet, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit autre chose, et que vous rentrez sur un chouyour qu'on appelle chouyour dalala, c'est-à-dire les chouyours qui appellent vers la haine, l'exclusion, la violence. Et vous trouvez, comme il a dit Tarek, 2 millions de likes. Ce sont des robots. Faites attention. Qu'est-ce que c'est qu'un robot? C'est un programme informatique qui va sur Facebook, YouTube et tout, et qui met du like. Les gens qui ne connaissent pas ces réalités-là, et quand ils voient 2 millions de likes, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce monsieur, quand même, ce monsieur, il n'y a personne qui le connaît. C'est juste des machines derrière, des robots, des programmes informatiques qui travaillent, qui envoient des messages, qui peuvent réagir, beaucoup de choses. Donc il y a une institution derrière. Derrière, il y a il y a des projets derrière, faites attention. Sur la question d'Internet, c'est aller chercher l'information et la science sur Internet. Cette question, elle est aussi ancienne que l'islam lui-même. Cette question, elle est très ancienne. Les chouyours, c'est-à-dire les savants, les oulémas, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a une règle d'or dans la transmission du savoir en islam. Man kana shaykhuhu kitabuhu fahuwa shaytan. C'est-à-dire celui qui pense que son maître, c'est-à-dire son enseignant, c'est le livre. Le livre, c'est juste un shaytan. Shaytan, ça veut dire quoi? Qu'il va l'induire en erreur. La science, ça va se chercher chez les gens qui la détiennent. Parce qu'il y a une transmission de chaîne jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui permet de dire, vous êtes dans le bon sens. Vous n'êtes pas dans des shi'ab et des... Très important, c'est une question qui est très vieille. Ce qui a changé, c'est juste qu'on est passé du livre à Internet. Je rejoins tout à fait le propos qui a été soulevé par le docteur Ifrak. Moi, j'incite vivement les parents, puisque ça a marché dans ma famille. Il y avait pas, donc je vois pas pourquoi ça ne devrait pas marcher dans les autres familles. On n'avait pas de télé à la maison jusqu'à 15 voire 16 ans. Et ça a très très bien fonctionné. Je recommande vivement aux parents d'inciter leurs enfants à la lecture d'ouvrages de savants référencés pour bien connaître la religion, au lieu d'aller sur Internet, la télé qui est allumée déjà le matin. Moi, je rencontre beaucoup de familles musulmanes. Enfin, je suis moi-même musulmane de Turquie. Donc, on a souvent, je côtoie des familles qui me disent, oui, le matin, vous avez des télés dans les cuisines, vous avez des télés dans les chambres. Je suis désolée, il faut commencer par... Alors, je peux heurter la sensibilité, je peux comprendre parfaitement, mais à mon avis... Totalement, c'est pour ça que je mesure un peu mes propos, mais je suis absolument, et je suis tout à fait consciente, mais j'assume pleinement également. Je suis radicale peut-être dans mes propos, mais je pense qu'il faut éviter la télé le matin, dans la cuisine. Les enfants ne déjeunent même plus parce qu'ils sont devant la télé. Mais allez-y, monsieur. Juste pour rebondir, parce que quand vous avez parlé d'attraction de télé, j'ai trouvé le terme assez fort, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, nos enfants suivent leur scolarité avec des musulmans et des non-musulmans. Tout à fait. Et qui ont chacun un mode de vie qui sont complètement différents et multiculturels. Et le problème qu'on a aujourd'hui, nous, à éduquer nos enfants, j'ai appris ma religion par le biais de mes parents, de mes grands-parents, par rapport à leur comportement. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, je l'apprends encore plus à travers mon maître spirituel. C'est le chemin qu'on étudie, qui est le chemin traditionnel. Mais je pense que d'interdire un moyen, un média de communication, je pense qu'il faut savoir le gérer. Il faut savoir, et puis tout est dans le mode d'éducation. Parce que interdire, c'est déjà être radical. Si demain mon enfant va à l'école et me dit « Moi je ne regarde pas la télé parce que mes parents m'interdisent de regarder la télévision », là les RG sont chez moi, pourquoi je m'interdisais à vos enfants de regarder Je la pense pas, il n'y avait pas de RG chez moi, mais il y a cette... C'est pas interdit, je vous rassure, c'est pas interdit. Je pense qu'il faut savoir, et c'est exactement le rôle des parents, c'est de savoir mesurer ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Dès le jeune âge. Dès le jeune âge, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'ai dans mon entourage des gens qui ont essayé, ça a très très bien marché, mais à partir du moment où que la tablette se situe à la télé ou le téléphone, on est à peu près dans le même... On retient l'idée. Monsieur, et après, monsieur. En fait, je vais aller très vite parce qu'effectivement, il a un peu dit ce que je pense. Simplement qu'aujourd'hui, on est en 2018, on ne peut pas faire un déni de tout ça. C'est vrai. Moi, je pense que ça n'engage que moi, on a tous des enfants et puis on est tous soucieux de leur éducation. Il faut peut-être éduquer au lieu d'interdire. Parce que malheureusement, c'est leur monde. Un enfant qui est né en 2010, aujourd'hui, il a grandi dans ça. De lui dire, tu ne vas pas la voir, c'est pas bon. Il faut peut-être éduquer au lieu d'interdire. C'était un peu l'objet de la première table ronde où le docteur Khalid Miyara a parlé d'alternatives. C'est-à-dire, est-ce qu'on a aujourd'hui dans la Oumma des émissions, des programmes, des films, des séries alternatives? Et ça, c'est une grande question. C'était l'objet d'un autre colloque. C'est pas le nôtre, mais c'est très important. Monsieur. J'ai une remarque et une question, en fait, juste pour continuer la discussion. Moi, je suis en faveur d'interdire. C'est pas interdit, c'est juste de ne pas laisser le choix à l'enfant de regarder la télé. Oui, n'importe quoi. Moi, je l'ai fait à l'essence de mon enfant, il a 3 ans, il n'a jamais vu la télé. Tout à fait. Et il s'en porte très bien. Question d'obéissance, l'autorité parentale. C'est que pour déconstruire un peu cette problématique, il suffit de savoir que c'est simplement une culture de masse qui est destinée aux pauvres. Si vous regardez les statistiques tous les 5 ans du ministère de la Culture, vous savez que plus on monte en termes de classe sociale, moins on regarde la télé à la maison. C'est un projet. Et puis ça crée même un blocage à l'enfant au niveau de la croissance mentale. Sur ce qui est... Allez. La télé, visiblement, ça vous émoustille. Non, parce que la dernière fois, il y avait un cheikh qui avait dit dans une repas du Jumu'ah que les parents sont démissionnaires et qu'ils courent la colère d'Allah parce qu'ils laissent leurs enfants proie à la télé pour avoir la paix finalement. Toute la journée, ils les laissent devant des dessins animés ou devant même pire des films, etc. Puis hop, ils vont faire leur truc pour ne pas être dérangés, etc. Bon, c'est un autre débat. Moi, je suis toujours dans l'équilibre. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas tout interdire. On peut aussi avoir des alternatives, mais on va passer peut-être directement à la question pour essayer. Allez-y. Justement, la question, c'est ce que je veux souligner, c'était l'intérêt des sciences humaines notamment. Et l'autre extrémiste dont on a un petit peu parlé dans la première table ronde, c'était notamment le réformisme moderniste libéral qui s'accapare les outils des sciences humaines. Tout à fait. Et en fait, nous, on démissionne là-dessus, soit parce qu'on considère que la sociologie, parce que Durkheim a dit que Dieu était la société, c'était haram, alors que c'est plus complexe que ça. Et la question, c'est est-ce qu'on est présent sur ce terrain-là aussi, qui sont aussi des outils. Si on les délaisse, d'autres les prendront. C'est comme la question du djihad. Si on ne la traite pas, ça sera traité par d'autres. Exactement. La nature n'est pas le vide. C'est comme la question des savoirs anthropologiques, sociologiques et de l'histoire. Le problème, c'est que voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cela? Est-ce qu'on se les approprie nous-mêmes? Est-ce qu'on a une... Mais vous avez raison, c'est un vrai problème, parce que Khalid tout à l'heure a déjà commencé à répondre à votre question. C'est effectivement le courant réformiste qu'il ne faut pas oublier, le courant laïcard, le courant qui, de l'intérieur de l'islam, veut détruire l'islam. Et il est financé aujourd'hui, il ne faut pas le dire. Moi j'ai été invité sur des plateaux télé pour discuter aimablement avec ces gens-là, pour essayer de leur opposer des arguments contre-argument, et après, qu'est-ce que j'ai compris? C'est pour ça que j'ai arrêté. Que c'était pas que ce qu'ils prenaient, il n'y avait aucune logique. C'était pas argument contre argument. En fait, qui partaient bien en tête parce qu'ils étaient payés. Ils étaient payés. C'était pas honnête. C'était pas un débat honnête. Voilà. J'étais face à une machine. J'étais pas face à un être humain qui pense. Il a été payé, c'est son gagne-pain, c'est son business, pour ça j'ai parlé du business system. Donc voilà, madame qui voulait poser une question. Non, je ne voulais pas poser une question, je voulais rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Et simplement dire que j'étais entièrement d'accord avec vous parce que je mesure l'impact des écrans en fait sur les enfants.
Et je travaille avec les enfants et je me rends compte que en fait, ça peut inhiber en tout cas leur désir en tout cas d'avancer, ça peut ralentir leur développement, que ce soit psychomoteur, il y a des programmes dans les programmes. Intellectuel, il y a des... En fait, il n'y a pas assez des codes. Mais il y a des psychiatres qui mènent des études comme Serge Tisson, qui a mené une grande campagne de sensibilisation par rapport à ça, apprivoiser les écrans et grandir, qui est très intéressante. Et selon lui, justement, il faut interdire les écrans aux jeunes enfants. Parce que j'ai vu une étude aussi sur ça. Lorsqu'ils passent du temps devant les écrans, malheureusement, et du coup, ils perdent du temps. Et du coup, ils s'empêchent par exemple, de faire des activités qui vont justement contribuer à leur épanouissement, tout à fait. Donc vous parlez du danger des écrans qui est évidemment aujourd'hui démontré. Alors je pense pour terminer sur une note positive, ça peut être le sujet de notre prochain colloque. Voilà. Donc on est au converge. Oui, allez-y. Je pense que justement parce que ça entre dans le travail auprès des familles. Et de l'éducation, justement, parce que c'est une responsabilité d'avoir des enfants. Tout à fait. Et on vous invitera certainement pour ce colloque. Voilà, parce que c'est du coup, justement, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un véritable fléau et il faut en parler. Parce qu'aujourd'hui, les familles ne se parlent plus, ne se regardent plus. Elles mangent à table, elles ne se parlent plus. Les enfants sont devant leurs écrans, ils sont avec leur téléphone. Même, je parle aussi des couples. Enfin voilà, il n'y a plus de communication. Donc ça, c'est un véritable fléau. Moi, j'ai proposé l'idée à des imams des khotaba, qui font le prêche du vendredi comme moi, pour qu'on puisse réserver presque un vendredi par mois au danger des écrans. Voilà. Et ce que nous a fait perdre finalement le fait d'être tout le temps sur son écran, d'oublier la relation humaine finalement. On est devenus presque des robots. On oublie la relation humaine et qu'est-ce qu'on oublie avant tout? On oublie d'entretenir. Tout à fait, la transmission, la fameuse transmission. L'amour, tout à fait, l'amour, la rahma, on en a parlé. L'amour entre les parents et les enfants. Donc il y a une véritable carence affective, moi je pense, qui fait que les enfants... Alors il est 18h, on est obligé de lâcher la salle. J'ai fait très vite, j'ai fait 2 minutes au regard du délai qui était imparti, mais on peut faire un colloque toute une journée sur le débat, sur le sujet, parce que pour moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors juste pour conclure sur un point aussi très important pour nous, qui a été cité dans la conclusion et la synthèse de Dr Brahim, c'est l'apprentissage du respect, l'altérité. Un vrai savant, il vous apprend à respecter les avis, quand bien même elles sont à l'opposé de votre avis. Ça, c'est très important. Dans les gens que je côtoie, malheureusement, du monde arabo-musulman dont j'ai voyagé, on peut trouver même des érudits qui ne respectent pas. Dès que vous avez un avis qui lui est hostile, ça y est, c'est une hostilité personnelle. Ça, c'est très grave. Donc, il faut qu'on apprenne à cette jeune génération, à ces jeunes qui sont en cours d'éducation, en cheminement, entre guillemets, d'abord par les parents sont le premier éducateur, ensuite par les savants, ce respect. Apprendre à respecter l'avis opposé, même si cet avis vous semble complètement déconnant, on peut discuter aimablement sans, justement, être dans le passionnel. Barakallahu fikum, merci beaucoup pour votre présence. Inch'Allah, à une prochaine.